Le littoral est une frontière, l'espace de rencontre entre la terre, la mer et l'atmosphère. C'est l'interface de milieux aux propriétés particulières dont l'interaction complexe permet de tracer le trait de côte. Le trait de côte ou ligne de rivage est une notion difficile à définir. Disons que c'est l'interface entre le sable et la mer. Le trait de côte est par essence mobile et fluctuant. Il se déplace au fil du temps, des saisons, de la météo. On entend parfois cette expression, le recul du trait de côte. Ce n'est pas un phénomène récent, mais son ampleur s'est accrue au cours des dernières décennies. Ce recul est dû à l'action des vagues qui entraînent les sédiments des plages, c'est l'érosion littorale. Elle s'exprime selon plusieurs formes et se généralise sur la plupart des rivages français. Ces causes sont liées à des phénomènes naturels pouvant être associés à des facteurs humains. Ces conséquences sont parfois difficiles à percevoir au quotidien, mais les tempêtes, en accélérant de manière spectaculaire l'érosion des plages, viennent régulièrement nous rappeler la fragilité de l'espace littoral. Tout le monde apprécie le bord de mer, mais sous son apparente simplicité se cache en fait une structure et un fonctionnement assez complexes. Mais je vois arriver Yann Balouin du Bureau de recherche géologique et minière. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Yann. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu le fonctionnement du système plage-dune? Alors le système plage-dune est composé en fait de 3 compartiments qui sont interdépendants et entre lesquels s'effectuent des mouvements de sable sous l'action des vents et sous l'action des houles et des vagues. Le premier compartiment, c'est ce qu'on appelle la plage immergée, c'est la partie sous-marine sur laquelle on trouve des bancs de sable qu'on appelle les barres prélittorales. On a ensuite la plage émergée sur laquelle on pose sa serviette et puis ensuite le cordon dunaire qui constitue un stock de sable important. Très bien. Alors, je sais qu'en Méditerranée, les marées sont faibles, donc qu'est-ce qui est vraiment à l'origine des mouvements de sable? Alors effectivement, les marées sont faibles et les principaux facteurs d'évolution sont en fait la houle générée par le vent et les vents eux-mêmes qui font bouger les grains de sable. Et on a aussi les niveaux extrêmes lors des surcôtes de tempête. D'accord. Alors les vagues sont générées sur toutes les mers du globe par l'action du vent. Quand on est au large dans les océans et les mers, elles se propagent librement, c'est ce qu'on appelle la houle. Et puis lorsque ces vagues arrivent à proximité de la côte, leur déformation va induire des courants qui sont de plusieurs types. On a d'abord des courants d'entraînement, c'est le courant du large vers la côte qui va permettre l'accumulation de sable sur les côtes, ce qu'on appelle l'accrétion. On a ensuite les courants de retour, qui sont les courants qui vont générer du transport plutôt vers le large. C'est notamment ces courants qui vont générer la variation saisonnière des profils de plage, c'est-à-dire que pendant l'hiver, on va avoir un entraînement du sable vers les barres d'avant-côte, et puis au printemps, on va avoir les courants plus favorables qui vont régénérer la plage en sable. Donc le déferlement des vagues à l'approche de la côte va également générer un courant parallèle au trait de côte, ce qu'on appelle la dérive littorale. Et c'est ce phénomène qui a le rôle principal dans l'évolution des plages, que ce soit en termes d'accrétion, d'érosion ou de stabilité des côtes. Et l'installation d'un ouvrage de protection dans la zone côtière doit modifier ces courants, non? Alors effectivement, les ouvrages peuvent localement perturber les déplacements sableux et vont paradoxalement accentuer l'érosion sur les littoraux adjacents. Donc pour quantifier l'accrétion ou l'érosion d'une côte, il est nécessaire de chiffrer les volumes sableux mis en jeu. Donc pour cela, en fait, quand on regarde un littoral schématique, on peut avoir une embouchure fluviatile, un système de port ou encore une côte rocheuse. En fait, on va pouvoir découper ce système littoral en plusieurs compartiments qui sont relativement indépendants les uns des autres et au sein desquels on va pouvoir calculer un bilan sédimentaire. Donc pour calculer ce bilan sédimentaire, il faut connaître 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est les entrées sableuses dans ce compartiment. Ces entrées sableuses se font principalement en provenance des bassins versants via l'exutoire des fleuves. On peut avoir également des entrées sableuses du large vers la côte. Il faut connaître le deuxième paramètre, ce sont les fuites sédimentaires, c'est-à-dire les pertes de ce compartiment, que ce soit vers les cordons lagunaires lors des plus grosses tempêtes ou vers le large avec les courants de retour. Et enfin, il faut connaître les stocks sédimentaires déjà implantés dans la cellule, et donc notamment l'épaisseur de sable sur l'intérieur de cette cellule.
Lorsque l'on a tous ces chiffres, on va être capable d'établir un bilan sédimentaire de ce compartiment qui va nous permettre de caractériser l'érosion ou l'accrétion de ce littoral. Si je comprends bien, il vaut mieux ne pas réagir à chaud après une tempête, mais plutôt prendre le temps de l'analyse. Alors effectivement, le plus souvent, la plage va cicatriser naturellement et retrouver une grande majorité de son sable après quelques semaines. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. Le littoral languedocien est constitué de côtes sableuses basses et de côtes à lido. Un lido, c'est un cordon littoral séparant une lagune de la mer. Sur ce type de côte, on trouve des conditions particulières. D'une part, un phénomène de marée très faible, ne dépassant pas 30 cm en moyenne. D'autre part, on observe une forte fréquence de surcôte liée à la pression atmosphérique, au vent et aux vagues pendant les tempêtes. Des vents forts, des terres peu élevées, des lidos étroits, le littoral languedocien est un espace vulnérable et le budget sédimentaire des différentes cellules peut être impacté par des phénomènes d'origine naturelle ou anthropique. Les phénomènes naturels qui agissent sur le littoral sont les tempêtes, qui peuvent provoquer des submersions marines et l'érosion des côtes. Quant aux facteurs liés à l'activité humaine, on peut évoquer l'extraction de sable, les carrières, le nettoyage mécanique de la plage, l'arasement dunaire et l'urbanisation en général. Mais le facteur le plus impactant sur l'évolution du littoral et des plages est lié à l'aménagement des bassins versants et en particulier du lit des cours d'eau. À l'état naturel, les rivières transportent jusqu'à la côte les sédiments provenant de l'érosion des bassins versants, contribuant ainsi au bon équilibre du budget sédimentaire des plages. Mais la construction de barrages, de seuils, mais aussi les pratiques d'extraction de matériaux dans le lit des fleuves ont progressivement bloqué les sédiments et privé les plages de leur sable. Entre 1960 et 2000, la population du Languedoc-Roussillon a gagné 1 million d'habitants. De nos jours, l'attractivité du littoral ne faiblit pas, et la croissance démographique des départements littoraux, constatée jusqu'à présent, ne devrait pas s'essouffler. Conséquence de la forte densité de population, un niveau d'artificialisation du littoral élevé et donc plus d'enjeux à protéger. Jusqu'à une époque récente, l'homme s'adaptait aisément aux fluctuations du trait de côte, en évitant de pérenniser son installation à proximité du bord de mer. Le développement industriel et surtout touristique des années 50 et 60 modifie considérablement le paysage côtier. En 1963, la mission Racine, du nom de son responsable, met en œuvre une politique d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon avec des chantiers de grande ampleur. Dans son sillage, de nombreux sites, désormais voués au tourisme balnéaire ou à l'industrie, sont aménagés. Des espaces jouant un rôle majeur dans l'équilibre dynamique du système littoral, les cordons dunaires par exemple, disparaissent et d'autres sont gagnés sur la mer. Dès lors, pour beaucoup, la fluctuation du trait de côte n'est plus envisageable, puisque des pans entiers de l'économie dépendent de sa fixité. Pour assurer cette fixité, de nombreux ouvrages sont construits. Les ouvrages longitudinaux de haut de plage, murs, perrés, enrochements, ou installés sur le fond du proche littoral, les brise-lames, protègent la dune des actions de la mer et cherchent à fixer le trait de côte. Mais leur présence tend à accroître la réflexion de la houle, accentuant le phénomène d'érosion devant l'ouvrage, ce qu'on appelle l'affouillement. Ils entraînent aussi un abaissement du profil de plage et une diminution de sa largeur, et aggravent la tendance à l'érosion des zones non protégées de part et d'autre de l'ouvrage. Les ouvrages transversaux, tels que les épis,
ont pour but d'arrêter au moins partiellement le transport sédimentaire dû à la dérive littorale. Mais ils bloquent justement la dérive littorale et le transit sédimentaire naturel. Ils entraînent une zone d'accrétion en amont des rives et une zone d'érosion en aval des rives par déficit sédimentaire. Lorsqu'ils sont installés en batterie, ils peuvent modifier fortement les courants de la côte vers le large, entraînant une érosion accrue entre chaque épi et l'abaissement de l'estran. Malgré le succès indéniable de certaines opérations, le bilan global, tant environnemental qu'économique, reste donc mitigé. Comme vous le savez, jusqu'à présent sur le littoral, on voit plutôt des ouvrages dits durs. Est-ce que c'est la direction dans laquelle le parc naturel marin veut poursuivre? Non, pas du tout. 4000 km², 100 km de côte. Le parc naturel marin, aujourd'hui, a une délégation de gestion du domaine public maritime. Son but, c'est qu'il doit réfléchir à 15 ans et il doit travailler avec tous les utilisateurs de cet espace, bien sûr, accompagné par une équipe de professionnels qualifiés sur tous les thèmes de la mer. Et grâce à ça, il faut qu'il y ait un fonctionnement démocratique, moderne, local, qui fait que, avec l'État, nous soyons capables d'accompagner tous les projets et de réfléchir à tous les problèmes que nous connaissons. Aujourd'hui, on voit déjà les résultats, c'est que la population est emballée, la population s'implique et la population veut et nous demande de préserver ce patrimoine et cette culture de la mer Méditerranée. Et pour le trait de côte, nous travaillerons dans ce sens. Au choix stratégique, défendre le littoral ou accepter qu'il recule, la défense quasi systématique a dans un premier temps été privilégiée. Si l'intervention sur le milieu est encore souvent retenue comme une nécessité compte tenu des enjeux économiques, il apparaît aujourd'hui indispensable d'ajuster finement les actions sur le littoral pour le protéger contre l'érosion. Ainsi, les interventions au coup par coup et dans l'urgence laissent la place depuis quelques années déjà à une prise en compte plus globale et approfondie de la situation. C'est d'autant plus nécessaire que la perspective des changements climatiques pourrait amplifier les problèmes. Cette nouvelle façon d'aborder la gestion du littoral, c'est celle voulue par la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, adoptée par le ministre de l'Environnement en 2012, constitue une véritable feuille de route partagée entre l'État et les collectivités dans une démarche de connaissance et de stratégie locale pour prendre en compte l'érosion côtière dans les politiques publiques. Cette stratégie vise en fait à repenser l'aménagement du territoire en recourant à des techniques souples de gestion du trait de côte, en arrêtant l'implantation de biens d'activité dans les secteurs où les risques littoraux sont forts, ou encore en relocalisant les activités lorsque cela s'avère inéluctable dans un souci de prévention des risques et de développement durable. Aujourd'hui, on a à disposition un panel de nouvelles techniques, plus ou moins lourdes, plus ou moins abordables pour les collectivités. Pour autant, aucune ne constitue une réponse unique, une solution miracle. Chaque contexte étant différent, la construction d'un projet doit y être adaptée et prendre en compte la durée de vie des aménagements. D'année en année, on voyait ce lit d'eau qui est une bande de sable très étroite entre la mer et l'étang de Thau, s'amincir. Donc il était nécessaire de reconstruire la plage sur la plage. Pour cela, il n'y avait pas 50 solutions, il fallait reculer la route qui était en place et reconstituer le cordon dunaire. Et malgré ce, à certains endroits où on n'avait pas pu reculer suffisamment, on a été obligé de mettre en place des boudins dits atténuateurs de houle. En fait, ce sont des brise-lames immergés, donc qui ne coupent pas la vue de l'horizon lorsqu'on est allongé sur le sable fin. Et ils sont installés à 350 mètres du trait de côte, ce qui permet d'avoir les houles hivernales
qui sont cassés et qui, au lieu de venir buter sur les enrochements de l'ancienne route, déposent au contraire les sédiments qui viennent du large et repartent lentement vers le large sans entraîner les sédiments qui ont été apportés. Donc c'est ça le résultat, et déjà en 3 ans, on s'est aperçu que la plage s'était engraissée de plus d'1 mètre. C'est un vrai bénéfice, effectivement. Il a fallu en plus rajouter des rechargements partiels, et il y a plus de 400 000 mètres cubes qui ont été apportés localement, avec la même origine géologique et la même granulométrie. C'est un projet qui est un projet européen exemplaire. L'investissement global de l'ordre de 55 millions d'euros correspond à un besoin. Il y a l'économie, l'attractivité touristique, la protection de la nature, bien évidemment. C'est un ensemble, effectivement, dans sa globalité, en préservant l'environnement et l'économie de nos territoires. Et c'est bien le but de faire coïncider les deux, ce qui peut être particulièrement difficile dans certaines situations. Sur la commune de Vias, le cordon dunaire n'existait plus puisque les campings et les diverses habitations étaient venus au plus près de l'eau durant des décennies. Et donc le but de ce projet est de reconstituer une plage naturelle avec un fonctionnement sédimentaire à l'échelle de la cellule sédimentaire. Premier temps, une phase de travaux concrètes, les aménagements que vous avez pu voir, reconstitution du cordon dunaire, rechargement des plages en fonction des transferts de sédiments. Et en parallèle, on travaille sur le plus long terme, sur la recomposition spatiale au niveau de l'urbanisme aussi. Avec la commune de Vias travaille sur son PLU, sur tout ce secteur-là, comment s'adapter aux risques. Voilà. Alors, ce projet est vraiment un projet d'envergure. Ce sont des aménagements qui auront un coût global de 30 millions d'euros. Ce qui est important, c'est le côté solidaire entre territoires, c'est-à-dire que tout ce qui est fait en amont a forcément une conséquence en aval. On est rentré dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme on l'a fait pendant des décennies, regarder juste devant son pas de porte et ne pas penser aux populations qui sont plus loin. Donc là, vraiment, ce projet-là représente cette solidarité de territoire. En effet, l'état de certaines portions du littoral et le besoin de maintenir le trait de côte nécessitent de plus en plus un travail en concertation. La gestion du trait de côte, il y a déjà pas mal d'années qu'on aborde. Au départ, on abordait seul, les communes, puis on s'apercevait que l'État était de plus en plus exigeant, demandait un schéma directeur d'embouchure en embouchure. Donc on s'est doté d'un service à la communauté urbaine et nous avons ajouté un service aussi, un observatoire, l'observatoire du littoral, qui nous permet de prendre régulièrement des mesures et d'avoir toutes les données que l'État nous exige lorsque nous présentons des dossiers de protection. Il y a des enjeux différents suivant le type d'érosion. Alors il y a d'abord la protection qu'on appelle douce, les endroits où il s'agit de protéger, notamment les endroits où il y a encore de la dune. Donc on protège avec des ganivelles pour permettre à la dune de se reconstituer. Et ensuite il y a des enjeux plus importants, c'est des enjeux où il faut protéger les habitations et les populations. Ce sont des protections dures, c'est-à-dire brise-lames, donc enrochement, rechargement de plage, voilà. Ce que nous opérons chaque année depuis maintenant une dizaine d'années. Comme celle d'échelle spatiale, la notion d'échelle de temps est un facteur clé dans la réussite des opérations. La protection du trait de côte, c'est un phénomène qu'il faut voir dans le temps. C'est pas je protège un jour et je vois ce qui se passe. Non, il faut avoir une vision perspective de la problématique. Et sur certains secteurs, il a fallu non pas abandonner le trait de côte, mais réfléchir à une protection à plus long terme. Sur les secteurs naturels, sur le secteur sur lequel nous sommes, notamment le lido du Petit au Grand Travers, il y a eu 2 projets emblématiques. Un, le projet de rechargement massif pour apporter du matériau
et 2, le projet de renaturation du site. Ce qui nous a été demandé, c'est notamment de travailler sur un recul de la route, qui était un phénomène perturbant dans le site. Et c'est la raison pour laquelle on a supprimé la route et on a recréé, car l'ambition des élus, c'était avant tout de continuer à avoir sur ce site un tourisme important, populaire, gratuit. Donc on a conservé les capacités d'accueil du site, mais en améliorant son fonctionnement naturel. Suppression de la route, apport de sable, et puis on est en train de voir comment le site se comporte et comment la nature réinvestit, et c'était l'ambition, la renaturation, comment la nature réinvestit ces lieux sans les sanctuariser, sans faire en sorte que le public en soit privé. D'accord, donc en fait on a redonné de la place au fonctionnement naturel en allongeant la partie dune, le cordon dunaire. Absolument, le cordon dunaire a maintenant plus de profondeur pour se déplacer en fonction des agressions de la mer. Il a du matériau pour s'enrichir. Et on dit qu'une plage, c'est 3 éléments, hein, un cordon dunaire, une plage émergée, une plage immergée. Et donc il a de la profondeur pour mieux réagir face aux agressions de la mer. Il existe différentes techniques de génie écologique pour réhabiliter les dunes. Tout d'abord la pose de ganivelles, ces barrières de châtaigniers qui empêchent le piétinement. Elles servent aussi l'ouvrage brise-vent et facilitent le dépôt du sable. On y associe aujourd'hui la revégétalisation dunaire. En effet, le développement du couvert végétal est la meilleure garantie possible pour assurer la fixation et la protection des sables dunaires. Aujourd'hui, fort de ces expériences, État et région souhaitent donner un nouvel élan économique à l'Occitanie, le plan Littoral 21, qui placera le littoral au cœur de l'attractivité et de l'identité de la région et qui, en matière de gestion intégrée du trait de côte, maintient les grands principes de la stratégie nationale. L'aménagement du littoral d'Occitanie, contrairement à celui de nombreuses autres régions françaises, résulte d'une démarche volontariste de l'État visant à valoriser le potentiel touristique jusqu'alors inexploité de la région en mettant en œuvre une politique d'aménagement global. La mission Racine, qui a été lancée en 1963, fut l'un des projets touristiques et urbanistiques les plus importants réalisés non seulement en France, mais aussi en Europe, dans la période des 30 Glorieuses. Ces grandes stations touristiques ont alors incarné la modernité, en apportant une réponse urbaine qui articulait politique de massification du tourisme et préservation des espaces naturels, préfigurant ainsi l'installation d'un conservatoire du littoral. Une nouvelle démarche ambitieuse, comme l'avait été la mission Racine dont je viens de vous parler, doit pouvoir se mettre en place aujourd'hui. En tant que préfet de la région Occitanie, j'assure la coordination opérationnelle de cette démarche. La mission Racine a bouleversé considérablement le trait de côte, et notamment notre littoral, avec la création d'une vingtaine de stations, avec des ports de plaisance, 30 000 anneaux, donc des investissements considérables. Et il était important aujourd'hui, avec l'attractivité de notre région, je rappelle 55 000 habitants par an, 5 millions de touristes sur nos côtes, de réfléchir à une structuration. Et donc le plan Littoral 21 est né avec la volonté de politique de Carole Delga, signée avec le Premier ministre, copiloté avec la Caisse de dépôt-consignation, de travailler donc sur 3 axes stratégiques. Le premier est donc sur la résilience écologique, de faire une vraie vitrine donc française. Le deuxième axe, on est sur l'économie, une économie qui irrigue le territoire. Et puis le troisième, on est sur cette notion de bien vivre ensemble, donc de la cohésion sociale sur un territoire qui avait besoin de retrouver un peu quelques vertus. Alors les enjeux, ils sont multiples, mais j'en prendrai 2 ou 3. Ils sont liés au changement climatique, donc problème de l'érosion, submersion marine, au niveau des PPRL, et puis bien sûr de pouvoir apporter une vraie réponse dans le cadre de la stratégie aussi que nous portons, mais également que portent les services de l'État sur la stratégie de la mer et du littoral. Là, nous sommes sur les enjeux de compléter ce qui aujourd'hui a été fait dans les stations, mais en tenant compte donc de cette biodiversité extrêmement fragile, 40 000 hectares de lagunes, donc il faut vraiment que le plan Littoral 21 soit complètement adapté par rapport à cette offre. Alors les 2 exemples qui me viennent donc à l'esprit, le premier sur le Grand Castelou, c'est une grande demeure donc, qui appartient au conservatoire,
La ville de Narbonne porte ce projet, aidé par les collectivités, et d'en faire donc une référence en termes environnementaux, de maison de biodiversité, également une maison du parc naturel de la Narbonnaise. Et puis un deuxième enjeu sur l'habitat, comment apporter un habitat nouveau, donc flottant, qui peuvent donc avoir demain une signature nouvelle et qui pourrait être identifié à notre région Occitanie. Le littoral est un élément clé, vous l'avez compris, de l'attractivité et de l'identité de la région Occitanie. Les 215 km de rivages régionaux sont soumis, vous le savez, à une forte érosion. La diversité des usages doit être protégée, particulièrement l'aquaculture, la préservation des espaces naturels sensibles, tels que les lagunes, les propriétés du Conservatoire du littoral ou le parc marin du golfe du Lion. Les questions d'occupation de la bande côtière, fragile et convoitée, doivent bénéficier d'une approche plus globale dans un souci d'adaptation des usages des espaces littoraux face aux risques d'érosion, mais aussi de submersion. Le littoral est un espace dynamique, vivant. Il est parfois modifié de façon spectaculaire après une tempête. Face au phénomène d'érosion du trait de côte et de submersion marine, il n'existe pas de solution miracle. Nous devons continuellement renforcer notre connaissance du fonctionnement du littoral. L'observation des phénomènes doit nous aider à construire à l'échelle locale des solutions adaptées qui prennent en compte de manière globale les enjeux humains, économiques et le patrimoine naturel. Longtemps, on a pensé que se protéger face à la mer était une solution pérenne. Aujourd'hui, on a pris conscience que ce n'était qu'une solution transitoire. Désormais, il faut penser autrement le territoire et imaginer une adaptation des usages, donc une recomposition des espaces littoraux face au risque d'érosion et de submersion marine. Agissons aujourd'hui pour préserver l'attractivité et le cadre de vie du littoral de demain.